On dirait qu'à l'instant même où la guerre s'est arrêtée, la propagande a commencé pour que les gens se haïssent les uns les autres. Bonjour et bienvenue dans la bibliothèque d'Animal Lecteur. On est le 12 janvier 2012 et aujourd'hui je poursuis Hard Times, l'histoire orale de la Grande Dépression de Studs Terkel. Cet ouvrage de témoignages de gens qui ont vécu la crise de 29, ainsi que leurs héritiers et l'impression qu'ils en ont gardé à travers les souvenirs de leurs parents et parfois même de leurs grands-parents. Alors, je vais commencer par un témoignage justement d'un de ces héritiers dont les parents ont connu la Grande Dépression. Celui de Diane, journaliste, 27 ans. Chaque fois qu'on m'a parlé de la dépression, on l'utilisait comme une barrière ou comme un martinet. C'était de la contre-communication. Les vieux l'utilisent pour m'expliquer que je ne peux rien comprendre. Je n'ai pas vécu la dépression. Ils ne m'ont jamais dit, nous qui ne vivons pas dans la société du loisir, nous ne pouvons pas te comprendre. La communication est totalement bloquée. Tout à coup, il s'est formé un fossé entre les générations. C'est effrayant. Ce qu'ils disent, c'est « Pendant 20 ans, j'ai eu faim et j'ai travaillé dur. Il faut se battre. » C'est très calviniste. Travailler, souffrir, se prendre 20 coups de fouet par jour et ensuite avoir droit à un bol de soupe aux haricots. Je n'ai jamais compris la société du manque. Nous ne vivons pas dans une société de pénurie. Pas au niveau global. Nous avons une société de surplus total, des biens non désirés et des gens non désirés. La société dans laquelle j'ai été élevé, tu montais dans une voiture et on te conduisait au lycée, où tu n'avais pas besoin de travailler beaucoup et on te mettait un vin. Je pensais que des gants blancs étaient une protection totale, l'armure absolue. Pour moi, la dépression, ce sont de vieilles actualités, comme la soupe populaire et les raisins de la colère avec Henry Fonda, et son air honnête et abattu. Je peux m'identifier plus facilement à la révolution industrielle qu'à la dépression, parce qu'il s'agissait d'hommes se retrouvant sans emploi à cause de choses qui échappaient à leur contrôle. Je n'ai jamais compris pourquoi la dépression avait eu lieu. C'est peut-être pour ça que je ne suis pas aussi compréhensive que ce que l'on attend de moi. On est supposé les admirer parce qu'ils ont vécu les années démentes. Est-ce que c'est ça le nom qu'on leur donne? On dansait, on buvait du gin dans les automobiles. Vive Scott Fitzgerald! Le lien ne se fait pas économiquement, mais socialement. C'est parti de la génération moralement dévoyée des années 20, avec ses jupes trop courtes et ses baignoires remplis de gin, l'avènement de la bourse et de la mauvaise poésie. Tout ça est assez confus dans mon esprit. C'est aussi quelque part l'époque de la prohibition. Je ne sais pas si elle a précédé ou suivi la dépression. Et puis, il y a Al Capone et les films, les types vêtus de costumes aux épaules incroyablement larges, munis de mitraillettes, qui descendent d'autres types. C'est une jungle historique incroyable. Cinématographiquement, c'est complètement mélangé, terriblement fluide. Ça me rappelle ma propre histoire. J'ai été élevé par ma grand-mère, qui, elle, a connu la Grande Dépression alors qu'elle était adolescente. Elle me racontait que toute sa famille et elle, ses 6 frères et sœurs, vivaient ensemble et tous travaillaient en usine et tous mettaient en commun leur salaire. Et qu'ils n'avaient jamais crevé de faim et ils n'avaient jamais eu recours ce qu'on appelait au secours direct, comme beaucoup de gens autour d'eux avaient recours. Elle me racontait également qu'une lointaine cousine, elle avait eu recours au secours direct et que la famille de ma grand-mère l'avait beaucoup aidée. Je
quand je repense à ma grand-mère, une chose me frappe. C'était son absolu détachement des biens matériels. Ma grand-mère n'avait pratiquement aucune envie et elle ne convoitait pratiquement rien. Elle était comme imperméable à la publicité, à la sollicitation et visiblement elle ne s'en portait pas plus mal. Tandis que moi, né au début des années 60, j'ai grandi dans une abondance folle. C'était le début des Trente Glorieuses. Et je ne sais vraiment pas ce qu'est une société de pénurie. J'ai même l'impression que tout le gaspillage qu'on fait autour de moi, j'en profite également. Alors aujourd'hui, je vais conclure l'ouvrage pour aujourd'hui de Studd Terkel sur un témoignage positif de la Grande Dépression, celui de Harber, qui est parolier de chansons et poète. Voici quelques-uns des titres dont il a écrit les paroles: Finian's Rainbow, The Bloomer Girl, Jamaica. Et lui a vu dans la grande crise une occasion de bonheur. Je n'ai jamais aimé l'idée de vivre dans un garni de la rive gauche à manger des patates. J'aime écrire dans le confort. Alors un copain de classe et moi, on s'est mis au travail. Je pensais que je pourrais prendre ma retraite après 1 ou 2 ans. Et puis, un truc appelé désastre, bingo, a tout balayé. 1929, il ne me restait plus que mon stylo. Par chance, j'avais un copain et il m'a dit « Il ne te reste que ton stylo. Prends ton dictionnaire de rimes et mets-toi au boulot. » Et c'est ce que j'ai fait. Il n'y avait rien d'autre à faire. Je faisais des vers légers à l'époque. J'écrivais un poème par-ci par-là à 10 $ pièce. C'était un temps où les vers, les ballades, les poèmes, ça intéressait les gamins à la fac. On était au début des années 30. J'étais soulagé que le crash survienne. Soulagé. Je détestais les affaires. Quand j'ai découvert que je pouvais vendre un poème ou une chanson, je suis devenu moi. Je me suis mis à vivre. D'autres ne l'ont pas vu comme ça et ils se sont jetés par la fenêtre. Celui qui avait perdu son argent pensait que sa vie était foutue. Quand j'ai perdu tous mes biens, j'ai découvert ma créativité. J'ai eu l'impression de naître pour la première fois. Et pour moi, le monde était devenu magnifique. Avec le crash, j'ai compris que la plus grande folie, c'était le commerce. Le seul moyen réaliste de gagner sa vie, c'était de faire des vers, de vivre de mon imagination. On pensait que les affaires aux États-Unis, c'était solide comme du roc. On était le pays de la prospérité et rien ne pourrait nous arrêter. Une maison en briques, c'était fait pour durer. Tu la donnais à tes gosses et ils y mettaient du marbre. Il y avait une impression de continuité. Si tu réussissais, c'était pour toujours. Et tout d'un coup, le rêve a explosé. Le choc a été incroyable. Je flânais dans les rues à l'époque et je voyais les queues pour le pain. La plus grande à New York, c'était celle de William Randolph Hearst. Il avait un gros camion avec plein de gars dedans et un grand chaudron de soupe chaude et du pain. Des types avec des chaussures raccommodées à la toile de bâche faisaient la queue près de Columbus Circus et attendaient autour du parc tout au long de plusieurs pâtés de maison. Il y avait un sketch dans un des premiers shows que j'ai fait, Americana. C'était en 1930. Dans le sketch, Mme Ogden Reid du Herald Tribune était jalouse de la soupe populaire de Hearst. Elle était plus courue que la sienne. C'était un spectacle satirique léger. Il lui fallait une chanson. Sur la scène, il y avait des gars avec de vieux uniformes, tout dépanaillés, qui attendaient. Et puis, ils chantaient. Il nous fallait un titre. Comment faire une chanson qui ne soit pas larmoyante? Il ne s'agit pas de dire « Ma femme est malade, j'ai ses enfants, le crash m'a pris mon emploi, prête-moi $1. » Je déteste ce genre de chansons. Les chansons qui sont trop explicites. Les chansons qui décrivent de façon plaintive un moment historique. À l'époque, devant chaque pâté de maison où on passait, il y avait un pauvre gars qui s'amenait saluer en te disant « Can you spare a dime? » On entendait ça devant chaque pâté de maison, dans chaque rue. Je me suis dit que ça ferait un bon titre. Si je pouvais seulement me débrouiller pour dire aux gens, à travers la chanson, qu'il ne s'agissait pas seulement d'un gars
qui voulait une pièce. C'est le type qui dit « J'ai construit les chemins de fer, j'ai construit cette tour, je suis allé faire vos guerres, j'étais le gamin dans le tambour. Pourquoi devrais-je faire la queue maintenant? Qu'est-ce qui est arrivé à toute cette richesse que j'ai créée? » Je crois que c'est ça qui a fait le succès de la chanson. Bien sûr, en plus de l'idée et du sens, une chanson doit avoir de la poésie. Elle doit avoir des phrases qui sonnent justes. Écrire des chansons, c'est un art, un artisanat. Pourtant, Brother, can you spare a dime? Ça posait aussi des questions politiques. Pourquoi un gars devrait être sans un radis à cause d'un truc dément appelé dépression, ou maladie, ou n'importe quoi? Dans la chanson, le gars disait vraiment « J'ai investi dans ce pays. Où sont passés mes foutus dividendes? » C'est ça, ces dividendes. De se retrouver à dire « T'aurais pas une pièce? Qu'est-ce que ce bordel? Il faut regarder les choses en face. C'est bien plus qu'un peu de pathos. Ça ne fait pas de lui un mendiant. Ça fait aussi de lui un être digne, de poser ses questions, et un gars en colère aussi, comme il se doit. » Tout le monde la chantait en 1930 et 1939. Les groupes la jouaient. Il y a eu des disques. Quand Roosevelt a été candidat à la présidence, les républicains se sont vachement inquiétés. On a dit à certains des gars de la radio d'arrêter un peu de la passer. On a même essayé de l'interdire. Mais c'était trop tard. Elle avait déjà fait ses dégâts. Merci et bonne journée.